Merci à vous, Jette Sophonie Koboulé, d'être avec nous pour le programme de ce soir. Bonsoir, vous intervenez depuis Paris, vous êtes économiste et actuellement directeur recherche économique à Interglobe. Bonsoir, chère Angèle, et bonsoir aux téléspectateurs. Vous voulez nous entretenir sur l'intégration économique au sein de la CEDEAO à l'aune de ce discours de Patrice Talon au premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Jet Sofoni Koboudé, l'initiative de la CEDEAO en 1975, c'est bien évidemment l'intégration économique, mais 50 ans plus tard, tous les observateurs s'arrivent à dire que la CEDEAO n'a pas atteint ses objectifs. Alors, pourquoi cet objectif d'intégration économique n'a-t-il pas été atteint à votre lecture, à vous? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, je vais commencer par rappeler l'objectif, qui me paraît essentiel. D'abord, remontons en 1975, quand la CEDEAO a été créée. La CEDEAO voit le jour dans un contexte très particulier, c'est-à-dire un contexte post-colonial, où finalement des jeunes nations cherchent à s'affirmer. Ok. Bon, l'objectif était assez simple. C'était de promouvoir l'intégration économique pour, au fond, booster la croissance et, disons, de façon secondaire, la stabilité. Parce que vous connaissez le fameux doux commerce de Montesquieu. C'est-à-dire le fait de commercer ensemble pacifie les relations aussi. Euh, donc, concrètement, il s'agissait de favoriser la liberté de circulation de trois choses, des personnes, des biens et des capitaux. Ensuite, d'harmoniser les politiques économiques et aussi tirer parti des complémentarités sectorielles des pays membres. C'est-à-dire que tel pays peut se spécialiser dans telle production agricole, mais les usines seront dans tel pays, etc., etc. Donc, une espèce de complémentarité sectorielle. OK? Et d'ailleurs, et même à terme, établir une union monétaire avec une monnaie unique. Donc voilà le topo, voilà les ambitions. C'est une vision très ambitieuse pour les 15 pays, d'ailleurs qui sont marqués par des différences linguistiques, des économies très différentes. Hein. Donc, partant de cet objectif, quand on regarde la pratique aujourd'hui, l'intégration reste très partielle. Au fond, euh, les infrastructures et les procédures visant à fluidifier le commerce et la mobilité existent. Et Mais pourquoi ça n'a leur pas mise en marché, au œuvre, fait? c'est la mise en œuvre. Les blocages sont pour moi de différentes natures. Il y a des blocages politiques, et j'y pense, je le pense vraiment. Il y a des blocages institutionnels, il y a des blocages physiques, enfin, infrastructurels si vous voulez, Bien sûr. et il y a même des blocages de type, je dirais des blocages psychologiques. Et ça rejoint la phrase du président Talon quand il dit, il fait le constat que l'Afrique de l'Ouest n'est pas très intégrée. Pour moi, les blocages qui paraissent indiscutables, il y a d'abord les blocages politiques. L'instabilité et les divergences politiques freinent la confiance régionale. On l'a vu, les récents coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, etc., et la suspension de plusieurs pays ont affecté la coopération. Donc, chacun veille d'abord sa souveraineté. Il y a une sorte de chauvinisme de la souveraineté. Même le Nigeria reste réticent à une ouverture complète. On a eu des frontières fermées à certaines périodes. Bien sûr. Et les plus petits, il y a une crainte chez les plus petits. Et on entend souvent dans le discours, quand on discute avec des diplomates de la sous-région, ils disent on n'a peur que les gosses inondent les petits États. Donc, ce qui alimente des blocages de type nationaliste. Quoi. Et Mais il faut n'est-ce pas briser ce normal? mythe parce N'est-ce pas que, normal, Jet Sophonie Kaboudé? mais pour moi, ça, c'est un mythe. Je vous donne un exemple très, 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 très simple. Aujourd'hui,
la libre circulation des personnes est relativement une réalité. En tout cas, il y a un passeport unique. OK? Est-ce que dans la CEDEAO, actuelle, la libre circulation a conduit à une seule nationalité? Est-ce que ça a inondé les petits pays? Ou est-ce que les petits pays ont inondé Lagos? Donc, vous voyez qu'il y a une forme de blocage psychologique. C'est-à-dire que les gens pensent que si on ouvre totalement les marchés, etc., bon, en gros, Lagos va bouffer tous les autres. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. La preuve, on a mis en place le passeport CEDEAO. Est-ce que pour autant, il y a eu un déversement dans un sens ou dans l'autre? Donc, il y a ces blocages politiques qui existent. Pour moi, il y a d'autres blocages. Celle institutionnelle, infrastructurelle et autres. Institutionnels à ne pas négliger. Parce que la mise en œuvre des accords communautaires est très, très incomplète. Quand vous prenez le tarif extérieur commun ou même le schéma de libéralisation de la CEDEAO, il y a tout ça subit des ajustements nationaux. Certains importateurs, je ne vais pas donner des exemples précis, certains importateurs cherchent des fois des dérogations pour bloquer la concurrence étrangère. Donc en fait, on ne joue pas le jeu, même sur le plan institutionnel. Donc, on a une forme d'intégration sur le papier, mais cette intégration n'est pas réelle. Hein. D'accord. Alors ça, c'est le pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, l'autre question, pourquoi cette importance de l'intégration économique dans l'Afrique de l'Ouest, Jetsofoni Kobudi? Ah ben, c'est une question essentielle. L'intégration économique ouest-africaine est essentielle pour, au fond, transformer l'énorme potentiel de la région qui mérite attention, cette région-là. D'abord, la CEDEAO, c'est 400 millions de personnes. Donc, en réunissant ce vaste marché, déjà, on offre aux entreprises nationales des débouchés beaucoup, beaucoup plus grands qu'au niveau de chaque État isolé. Et d'ailleurs, à l'inverse des économies individuelles, souvent petites, des petits États, etc., l'intégration permet de réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle et aussi d'attirer davantage d'investissements. Parce que quand une entreprise a un large marché, ben cette entreprise va se développer et pour se développer, va attirer des investissements, etc. Donc, on pourrait avoir des mouvements, la Côte d'Ivoire qui pourrait exporter plus facilement ses produits agricoles vers le Nigeria, le Ghana qui pourra valoriser son cacao dans des industries régionales développées par la CEDEAO, etc. Donc, en réunissant un plus grand marché, on stimule la compétitivité et la spécialisation basée sur l'avantage comparatif de chaque État. Là, ce que je viens de dire là est très technique, mais grosso modo, c'est pour dire que on va avoir davantage de création d'emplois et d'entreprises. C'est-à-dire qu'un marché régional intégré incite les entreprises à se développer au-delà de leurs frontières. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des banques panafricaines, des agro-industriels présents sur plusieurs pays, ce qui crée des emplois et génère de la croissance économique. Il se trouve même que c'est l'ouverture du marché qui va provoquer l'industrialisation. Parce que, une fois que vous avez des marchés ouverts, etc., eh bien, il y a des opportunités qui n'existaient pas, qui vont apparaître et vont se transformer en incitation à des entrepreneurs pour prendre des risques. Quand je sais que je peux vendre mon produit facilement au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, etc., avec une libre circulation de ces produits, alors ça me donne des idées, des incitations. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État béninois parle d'une intégration du Bénin avec le Nigeria comme modèle. Est-ce une piste crédible et surtout suffisante pour entraîner justement le reste de la région, Jetsofoni Kobudi? Il est évident que l'initiative Bénin-Nigeria est intéressante. On l'a vu, les présidents Talon et Tinubu ont signé un accord bilatéral d'intégration qui vise un plein intégration des deux économies.
Parce que bon, ben, les deux pays sont historiquement et culturellement liés. Euh, donc, sur le plan concret, c'est un pas en avant parce que les relations, on va dire, officielles, commerciales officielles, Nigeria, Bénin ont atteint plus de 130 millions de dollars il y a encore 2 ans. Donc, en supprimant certaines tracasseries, ces deux pays peuvent accroître sensiblement leur échange. Par exemple, le ciment, les produits agricoles, l'énergie, etc., etc. Donc, oui, c'est un exemple bilatéral qui met en lumière ce qui est possible quand deux gouvernements s'accordent vraiment. Mais pour moi, le couple Bénin-Nigeria reste insuffisant pour tirer toute la région. Le partenariat est historiquement étroit, oui, mais fragile aussi. On a eu des différends commerciaux et des décisions unilatérales du Nigeria il n'y a pas longtemps. Fermeture de frontières, taxes divergentes, etc. Et ça peut à tout moment mettre à mal ce couple Bénin-Nigeria. Oui, mais là, c'est que Et quelqu'un puis, aura failli dans la mise en œuvre de l'accord. mais rien n'est moins sûr. Et puis après, les autres États de la CEDEAO ne sont pas nécessairement prêts à suivre ce même modèle. Là, vous Vous êtes savez, un on peu a toujours... péremptoire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Non, Jet Sophonie Koboudi? mais parce que on a toujours... C'est la vieille phrase de Napoléon. On fait toujours la politique de sa géographie. Donc, le Bénin, en privilégiant le Le couple Nigeria. Bénin-Nigeria, ne fait rien d'autre que la politique de sa géographie. Hein. Comme par hasard, c'est pas le couple Bénin-Côte d'Ivoire. Comme par hasard. Bah, on a vu le chef de l'État Ah, aller également en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y aura oui, mais bientôt un mariage aussi de ce côté-là, hein. couple. Non, mais c'est pas pour défendre un couple Bénin-Côte d'Ivoire dans le cadre de l'intégration de la CEDEAO. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le Bénin fait la politique de sa géographie et que moi, je crois que les autres pays ne vont pas forcément suivre cette dynamique. Parce que s'il faut une harmonisation des politiques économiques, il faut une homologie politique. C'est-à-dire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça que la CEDEAO a commencé à s'intéresser aux questions politiques. Parce que, on pourrait dire, OK, il y a des coups d'État dans les pays, le Burkina, etc. Pourquoi alors la CEDEAO s'intéresse à cela, puisque c'est juste une communauté économique? On pourrait dire, la CEDEAO n'a rien à faire dans les questions de coup d'État. Et pourtant, elle a réagi. Elle a réagi parce que quand vous avez une vision d'intégration, si vous n'avez pas une homologie politique, c'est-à-dire une forme de gouvernement pareille dans tous les pays, donc on va dire la démocratie dans tous les pays, et bien ce qui se passe, c'est que quand vous essayez d'harmoniser après les politiques économiques et les dynamiques économiques, vous allez avoir du mal. Parce que dans tel pays, il faut suivre un processus démocratique, passer des lois, aller au Parlement, attendre le temps démocratique. Dans l'autre pays, il n'y en a peut-être pas besoin parce que bon, ben, il y a un chef suprême qui décide et c'est terminé. Le drame, Et donc, vous allez avoir... c'est vrai que votre intervention elle est commune. Le drame, quand vous parlez de démocratie, il n'y a pas un modèle type de démocratie. Oui, il n'y a pas un modèle type de démocratie, Donc, on mais suppose il y a que tous un les standard États partagé. sont Mais non, démocratiques. alors, Sauf si on s'en va chercher la enfin, petite bête. non, pas la petite bête. Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours, enfin, il y a pas, l'implémentation de la démocratie n'est pas la même d'un pays à l'autre, mais les standards, les façons de faire, ce que j'appelle l'esprit démocratique est le même, qui est, au fond, qui revient toujours à décider à plusieurs et pas seul. Si tel est le cas, et qu'on parle de cette intégration économique depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce que c'est possible, Jet Sophonie Koboudi, dans tous ces contextes qu'on vient de rappeler? Je dirais, il faut qu'on désire réellement s'intégrer. Ah, ça paraît bateau ce que je dis, mais c'est fondamental. La question sincère qu'il faut se poser, est-ce que, si vous voulez, moi je taxe en insincérité
plusieurs gouvernements en Afrique de l'Ouest de ne pas vouloir de l'intégration. Parce qu'on a certains dirigeants et certains opérateurs économiques qui préfèrent protéger des secteurs, enfin, quand ils disent protéger, au fond, c'est de détruire le pouvoir d'achat de leurs concitoyens, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, préfèrent protéger les secteurs nationaux plutôt que de saisir des opportunités du marché unique. Parce que qui dit intégration dit une plus grande concurrence. Mais quand vous voulez continuer à végéter dans la médiocrité dans votre business, vous avez peur de la concurrence. Vous ne voulez pas que votre voisin qui est peut-être en Côte d'Ivoire et qui fait mieux que vous puisse avoir accès à votre marché et donc proposer à vos concitoyens des produits plus efficaces, à meilleur prix, etc. Vous voulez qu'on protège le marché afin que vous puissiez... vous savez, le rêve de tout entrepreneur, en tout cas tout businessman, c'est d'avoir le monopole. Hein. Mais est-ce qu'on peut imaginer, dernière question pour sortir, est-ce qu'on peut imaginer concernant cette intégration, une intégration par le bas, c'est-à-dire que soit portée par le secteur privé? Et c'est là où on parle du rôle du secteur privé dans cette ambition. Oui, absolument. Les entreprises privées peuvent jouer un rôle crucial dans l'intégration régionale, ce que vous appelez l'intégration par le bas, tant pour promouvoir les mesures d'ouverture que pour en tirer profit. Parce que d'une part, les entreprises privées sont demandeuses de facilité. C'est-à-dire les transporteurs routiers, les commerçants, les industriels, veulent de la simplification aux frontières, que les démarches, les formalités administratives soient simples, etc. Donc, les entrepreneurs soutiennent l'idée de l'intégration. Souvent, ils sont très contents des projets d'infrastructure, de simplification, etc. Et d'autre part, les organisations patronales et les chambres de commerce peuvent être force de proposition des réformes. Vous savez par exemple que la CEDEAO s'appuie sur la FOPAO, la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, pour former et sensibiliser les entreprises aux opportunités de la ZLECA, par exemple. Donc, les gouvernements et les organisations patronales s'accordent à dire que les entreprises doivent être au premier plan pour faire vivre le marché unique. Et moi, je suis totalement d'accord avec cela, parce que les entreprises privées sont à la fois bénéficiaires et actrices de l'intégration. Elles peuvent en effet s'organiser via des clusters, des joint ventures, des fédérations régionales pour conquérir le marché ouest-africain. Mais je dis cela, je ne suis pas en train de dire que l'action des entreprises publiques pourra supplanter l'action politique. Évidemment pas. Parce que sans capitaux et sans soutien officiel, l'intégration par le bas restera très lente, voire impossible. Merci beaucoup, Jet Sofoni Koboudé, pour vos analyses sur cette question d'intégration économique dans la sous-région. Cela dépend d'abord de la volonté politique des États. Autrement, on n'y arriverait pas. Ce couple Bénin-Nigeria est déjà intéressant, mais il faudra que la mise en œuvre soit effective et que quand les intérêts de chacun entrera en jeu, que cet accord ne soit pas mis de côté. On se retrouve lundi prochain. Absolument, je serai au poste. Merci Jet Sofoni Koboudé. À lundi, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'invité du soir. Nos programmes vont se poursuivre. Dans quelques minutes, le consultant politique Agapit Napoléon Maforekan me retrouve pour donc le décryptage. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Et je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques e-télé avec vous, pour vous. À tout de suite.